Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire dans l'affaire. 1 heure de décryptage de l'actualité judiciaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, 1 heure en compagnie des excellents Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, le rédacteur en chef de la dite revue, Bonjour Jade Stéphane. Serrano, journaliste spécialisé dans l'investigation, Bonjour Stéphane Simon. et Adrien Pelletier, expert en communication. Donc bonjour à tous les quatre. Bonjour Stéphane. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, les manifestations des 10 et 11 janvier 2015, également appelées marches républicaines, qui avaient réuni près de 4 millions de Français dans la rue sur 2 jours. 44 dirigeants de tous les pays du monde étaient là dans le cortège parisien du 11 janvier 2015, en réaction aux attentats djihadistes des 7, 8 et 9 janvier, dont les principaux sont l'attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo et la prise d'otage dans le supermarché Cachère, l'hyper Cachère de la Porte de Vincennes. On va reparler de tout cela. Nous reviendrons sur ces heures tragiques que la France a connues. L'attaque de la rédaction de Charlie, je vous le disais, par les frères Kouachi, qui devaient faire 12 morts, et la prise d'otage de l'hyper Cachère le 9 janvier, qui allait faire de son côté 5 morts et 9 blessés. Dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir Frédéric Martin, ancien policier, négociateur du RAID, qui était dans ses jeunes fonctions. Il était dans les forces d'intervention du 9 janvier 2015, qui est l'auteur de Janvier, le jour où nous avons été applaudis, aux éditions du Rocher, que je vous recommande. Mais évidemment, nous allons commencer par le récit. Pardon, je refais parce que je me suis trompé. Ouais, voilà, je suis désolé, je refais parce que j'ai encore la possibilité. Voilà. Pardon, Frédéric, c'était un tour de chauffe. T'imagines un funambule, tu le vois commencer à perdre l'équilibre, mais il essaie de se rattraper encore pendant 10 minutes avant vraiment de se casser la gueule. Je veux reprendre, tu sais, soit on reprend tout. Hein. Oui, tu reprends tout. Ouais, je reprends tout. Bah oui, parce qu'il y a de la musique en plus. Alors. D'ailleurs, entre nous, tu peux commencer à avoir coupé la musique. Hein ? Tu peux... Ouais, tu peux couper à partir du moment où je dis dans la deuxième partie de l'émission. Okay. D'accord ? Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire dans l'affaire, 1 heure de décryptage de l'actualité judiciaire, 1 heure en partenariat avec la revue Affaires criminelles, 1 heure en compagnie des excellents Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, le rédacteur en chef de la dite revue, Jade Serrano, journaliste d'investigation. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous et Stéphane Simon. Adrien Pelletier, expert en communication. Bonjour à tous les quatre. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, les manifestations des 10 et 11 janvier 2015, également appelées marches républicaines, qui avaient réuni près de 4 millions de Français dans la rue sur 2 jours. 44 dirigeants de tous les pays étaient là dans le cortège parisien, en réaction aux attentats djihadistes des 7, 8 et 9 janvier 2015, dont les principaux étaient l'attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo et la prise d'otage dans un supermarché Cachère, l'hyper Cachère de la Porte de Vincennes. On va reparler de tout cela. Nous reviendrons sur ces heures tragiques que la France a connues. L'attaque de la rédaction de Charlie par les frères Kouachi, qui devaient faire 12 morts, la prise d'otage de l'hyper Cachère, le 9, qui allait faire de son côté 5 morts et 9 blessés. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir Frédéric Martin, ancien policier, négociateur du RAID, qui était dans les forces d'intervention du 9 janvier 2015 et qui est l'auteur de l'excellent Janvier, le jour où nous avons été applaudis aux éditions du Rocher. 10 ans après, quelles leçons avons-nous tirées de ces 55 heures qui ont ensanglanté la France? Que reste-t-il de l'esprit de Charlie? Nous en parlerons dans un instant, mais d'abord, revenons sur les faits. Il est 11h20, ce 7 janvier 2015. 2 hommes vêtus de noir cagoulés garent leur voiture, une Citroën C3, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. Ils essayent d'entrer par le numéro 10, un immeuble où se situe la rédaction de Charlie Hebdo. Là, ils tombent sur 4 hommes. Où est Charlie Hebdo? Les hommes, évidemment méfiants, expliquent qu'ils sont de la maintenance et n'ont rien à voir avec le journal. L'un des 2 hommes, pourtant, fait feu et touche l'agent de maintenance Frédéric Boisseau, qui s'effondre. Les 2 hommes contournent alors l'immeuble et essaient de pénétrer par l'entrée d'une des sociétés qui est domiciliée au 6 de l'allée verte. Ils pensent cette fois être dans les locaux de Charlie, mais se rendent compte que le personnel et l'entreprise n'est pas à la rédaction visée, encore raté.
Revenant sur la rue Nicolas Appert, les deux terroristes finissent par s'approcher d'une femme qui fume une cigarette. Elle s'appelle Corinne, elle est avec sa collègue du service des abonnements. Elle fait partie de la rédaction de Charlie. Il y a aussi Coco, la dessinatrice qui n'est pas loin et qui va être prise à partie par les deux hommes qui lui disent « Emmène-nous jusqu'à Charbes ». Finalement, tremblante, Corinne les accompagne jusqu'au premier étage. Elle essaye de les tromper car la rédaction est en fait au second. Et là, ils lui disent « Ne recommence pas », ils sont menaçants. Au deuxième étage, c'est Coco qui fait cette fois le code sous la menace. Les images de la vidéosurveillance affichent 11h33 minutes et 50 secondes quand on voit Corinne poussée à l'intérieur par un des hommes. 3 secondes plus tard, un premier coup de feu retentit, puis 2. Les deux hommes cagoulés s'approchent alors de la salle de rédaction où sont réunis les journalistes. Ils sont surpris de découvrir autant de monde, mais ils tirent dans le tas et les membres de la rédaction se jettent au sol. Personne ne va crier. Les deux hommes, avant de partir, vont vérifier que Charbes est bien mort. Les images de vidéosurveillance affichent maintenant 11h35, 27 secondes, quand l'un des deux hommes pointe le ciel avec son doigt, puis ouvre la porte pour quitter les lieux. 10 personnes sont mortes au sein de la rédaction du journal. Parmi elles, il y a Charbes, Wolinski, Cabu, Tignous, Honoré, Oncle Bernard, le correcteur Mustapha Ourad, Elsa Kayat, psychanalyste et chroniqueuse, le journaliste Michel Renaud et le policier Franck Brinsolaro. 11h37, rejoignant la rue Pelé, les deux hommes clament dans la rue avoir vengé le prophète. Mais les deux hommes se retrouvent alors face à une patrouille de police. Échange de tirs, ils arrivent à regagner leur véhicule. D'autres équipes de police arrivent en renfort. La situation est confuse. Les coups de feu se poursuivent boulevard Richard Lenoir. C'est là qu'Ahmed Merabet, un autre policier en service, est abattu. Le policier est la 12e personne à être tuée. 11h40, le véhicule des tueurs fonce maintenant vers le boulevard Richard Lenoir en direction du sud. Puis, changement de direction vers le nord, direction place de la République. Une course-poursuite s'engage. Place du colonel Fabien, ils entrent en collision avec un autre véhicule avant de s'engager dans la rue de Meaux et d'y abandonner leur véhicule. Il est 11h43. Les deux hommes stoppent alors un automobiliste et prennent la fuite avec son véhicule en direction de la porte de Pantin. Cette fois, ils quittent Paris sans être suivi ni repéré. 11h48, le plan rouge est déclenché. 12h, le parquet de Paris saisit la brigade criminelle de l'enquête, puis entre 12h et 12h30, toutes les directions de police compétentes sont mobilisées. 12h20, à présent, la section antiterroriste du parquet de Paris est informée de la fusillade qui vient de se produire dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Une enquête de flagrance est alors ouverte. À 13h, premier indice, la carte d'identité de Saïd Kouachi est retrouvée par la police dans le véhicule abandonné. Celui-ci est également reconnu quelques minutes plus tard sur photographie par plusieurs témoins. En outre, le matériel découvert dans le véhicule Citroën C3 abandonné, cocktail Molotov, chargeur de Kalachnikov, caméra GoPro, talkie-walkie, conforte la thèse d'une action terroriste concertée. À 13h45, le plan épervier est maintenant déployé sur le périmètre de la région de Champagne-Ardenne. À 14h, un mandat de recherche est délivré contre Saïd Kouachi. Un second sera délivré à 17h30 contre son frère Chérif, car ce sont deux frères qui ont attaqué Charlie Hebdo. À 15h, le président de la République organise personnellement un point de situation au palais de l'Élysée. 16h30, l'enquête judiciaire s'accélère. L'antiterrorisme perquisitionne le domicile de Saïd Kouachi. Les lignes téléphoniques pouvant être attribuées aux frères Kouachi font l'objet de géolocalisation et d'interception. Dans la soirée, le RAID et la SDAT lancent des opérations à Reims et Charleville-Mézières. Les proches des frères Kouachi, les épouses, sœurs et beaux-frères notamment, sont interpellés et placés en garde à vue. Le lendemain matin, 7h20, le 8 janvier. Un homme abat une policière municipale à Montrouge. Que s'est-il passé ? L'agresseur est identifié comme un type de nord-africain mesurant 1m60, armé d'un pistolet mitrailleur et porteur d'un gilet pare-balles, circulant à bord d'une voiture de type Renault Clio blanche. À 8h53, le véhicule est retrouvé à Arcueil. Rien ne permet de faire alors le lien avec l'attaque de la veille à Charlie Hebdo. 9h20, deux individus rapidement identifiés par le caissier comme étant les frères Kouachi commettent un vol à main armée à une station-service Avia à Villers-Cotterêts.
Dans l'après-midi, il est 15h50, un nouveau nom apparaît dans le collimateur des enquêteurs. Amédi Koulibaly est identifié comme celui qui aurait tiré sur la policière à Montrouge et bientôt, la police judiciaire met à jour les liens qui l'unissent aux frères Kouachi. À minuit, l'analyse des traces ADN retrouvées sur une cagoule abandonnée par le tueur de Montrouge permet d'identifier formellement celui-ci comme étant Amédi Koulibaly. La traque continue. 8h10, le 9 janvier, les frères Kouachi, cette fois, dérobent sous la menace de leurs armes un véhicule à Montagny-Saint-Félicité dans l'Oise. Peu après le signalement de ce carjacking, leur précédent véhicule est retrouvé. 8h47, une brigade de gendarmerie essaye d'intercepter les frères Kouachi à Dammartin en Goële et échange avec eux des coups de feu. Il semble que l'un des frères ait été blessé dans l'échange de tirs. À 9h15, les terroristes se retranchent maintenant dans une imprimerie située à Dammartin-en-Goële. De très nombreuses forces de l'ordre convergent alors sur cette zone. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le fameux GIGN, mais également les BRI de Versailles et de Paris. À 9h20, il apparaît que le gérant de la société est retenu en otage dans l'imprimerie. Rebondissement à 10h05, le gérant est libéré par les frères Kouachi. Dans la matinée, l'épouse de shérif Kouachi confirme que son mari connaissait Amédi Koulibaly. Le GPS familial retrouvé à Reims contient son adresse à Fontenay-aux-Roses. Le téléphone de l'épouse utilisé par le mari révèle plus de 500 appels passés vers la ligne attribuée à la compagne d'Amédi Koulibaly. Il s'agit bien d'un commando qui sème la terreur en France depuis maintenant près de 40 heures. 11h40, le GIGN encercle l'imprimerie dans laquelle se sont réfugiés les frères Kouachi. Les opérations sont dirigées par le directeur de la gendarmerie nationale en personne, Denis Favier. 12h04, la préfecture de police diffuse un appel à témoins visant Hayat Boumedienne, la compagne, et Amédi Koulibaly, personne susceptible d'être armée et dangereuse, recherchée dans le cadre de l'homicide volontaire en relation avec une entreprise terroriste de Montrouge. Nouveau tournant. À 13h05, devant l'hypercachère de la porte de Vincennes, Amédi Koulibaly, emmitouflé dans une doudoune noire, se présente seul par la droite du magasin. À l'intérieur, il y a une trentaine de clients et d'employés qui se pressent. « Restez tous ici, personne ne bouge, personne ne bouge ». Koulibaly actionne la culasse de sa Kalachnikov. Il installe également une caméra GoPro sur son ventre. À l'intérieur de l'hypercachère, la panique s'empare de 35 personnes qui s'entassent dans l'épicerie, qui s'apprêtent à fermer ses portes. Nous sommes à quelques heures du Shabbat. Koulibaly fait peur. Pour les clients de l'hypercachère, c'est le début d'un calvaire, d'un cauchemar qui va durer 4 heures. On vous raconte la suite dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire spéciale 7, 8 et 9 janvier 2015, c'était il y a 10 ans. Nous revenons aujourd'hui sur ces 55 heures qui ont terrorisé la France. Nous sommes le 9 janvier au sous-sol de l'hypercachère, porte de Vincennes. 13h08, Amédi Koulibaly s'enfonce dans les allées de l'hypercachère. Il prend en grippe un des clients. Tu t'appelles comment ? Philippe ? Philippe comment ? Philippe Braham. À l'énoncé de cette identité, Koulibaly tire. Le cadre informatique est atteint d'une balle dans la tempe. Koulibaly regroupe ensuite ses 15 otages au rayon pâtes et riz. À 13h09, dans la chambre froide de l'hypercachère, Ilan ouvre la porte pour évaluer la situation et communiquer avec ceux de la chambre de congélation. Des pas résonnent dans l'escalier en métal. Le preneur d'otages exige que la porte vitrée soit refermée et le rideau de fer baissé. Il est 13h11 maintenant. Le rideau de fer s'abaisse de nouveau quand un certain François-Michel Saada se présente à l'entrée du magasin. Il voulait acheter son pain de Shabbat et insiste pour rentrer. En apercevant l'homme armé, François Saada fait demi-tour. Mais le rideau de fer est encore à mi-hauteur quand le retraité n'a plus qu'à faire que 2 pas pour rejoindre la rue. Mais trop tard, Koulibaly là-bas, d'une balle dans le dos. 13h21, Koulibaly pose sa Kalachnikov sur une palette de sacs de farine. Yoav Attab, qui vient de remonter de la réserve, remarque le fusil d'assaut sur la palette. Il se rue sur l'arme de guerre. Il essaye de tirer sur le terroriste, mais rien ne se passe. La Kalachnikov s'est enrayée. Koulibaly se saisit d'un des pistolets automatiques et riposte. Yoav Attab est tué de 2 balles dans la tête.
13h30, place Beauvau. La situation est aussi alarmante qu'inédite. Il va falloir que les forces de l'ordre donnent l'assaut à 2 endroits en simultané, avec les chaînes d'infos qui diffusent des images en continu des lieux de prise d'otages. C'est une première dans l'histoire de la gendarmerie et de la police française. On sait que les Kouachi et Koulibaly sont forcément connectés. Ils correspondent sans doute via leur téléphone. Peut-être même sont-ils branchés sur la même chaîne d'infos pour suivre la situation en direct. Neutraliser les 2 frères avant Koulibaly déclenchera sûrement les représailles du second et inversement un casse-tête. À 13h31 à Dammartin, devant l'imprimerie, parmi la centaine d'hommes du GIGN, les officiers qui se préparent à entrer dans le bâtiment reçoivent l'ordre du ministre de l'Intérieur de suspendre toutes les opérations. Priorité à la porte de Vincennes, compte tenu du nombre d'otages. À l'intérieur de l'hypercachère, Koulibaly sort son ordinateur et s'installe dans le bureau au fond du magasin. « Je veux regarder les chaînes d'infos, il me faut BFM », s'agace-t-il. En attendant, il retourne auprès de ses otages, exhibe des bâtons de dynamite et menace. « Ça, c'est pour vous !» 13h35, aux abords de Paris, c'est déjà un embouteillage monstre. Une partie du périphérique a été fermée. Des tireurs d'élite se posent de chaque côté du magasin. 13h45, Koulibaly se présente à son tour. Il se déclare malien et musulman. Il revendique le meurtre de la policière municipale et l'amitié de 2 frères qui ont perpétré l'attentat de Charlie Hebdo. Il explique les raisons de son acte. En Irak, en Syrie, les bons musulmans sont opprimés. Il évoque aussi la Palestine. Tant que le monde et la France persécuteront ses frères musulmans, lui et son groupe continueront à combattre les mécréants, à vouloir tuer tous les croisés, tous les juifs et tous les infidèles qu'ils croiseront. Koulibaly se revendique de l'État islamique, mais aussi d'Al-Qaïda au Maghreb, l'organisation terroriste qui avait pris le pouvoir dans son pays d'origine, le Mali, avant l'intervention de l'armée française. Koulibaly part ensuite s'isoler dans le bureau. Il s'agenouille, sa kalachnikov déposée à côté de lui, son pistolet automatique à la ceinture. Il déplie son tapis de prière et se met à ânonner. 13h45, devant l'hypercachère, une grande tente Barnum a été dressée. C'est le 2e PC de commandement improvisé dans la journée après celui qui a été installé à Dammartin. Des dizaines de camions de pompiers, d'ambulances, de SAMU, des véhicules de secours. Un contact avec le terroriste, demande le ministre Bernard Cazeneuve au commissaire Molmy, le chef de la BRI, arrivé le premier sur les billets. Non, pas encore. Quel est le plan ? On peut lancer un assaut. Il y a un risque pour les otages ? Ah oui, sous un feu nourri, mais moins que si on attend qu'il fasse exploser ses bâtons de dynamite. À ses côtés, Jean-Michel Fauvergue, le patron du raid, acquiesce. Ce genre de type ne se rend pas. 14h01, dans la chambre de congélation de l'hypercachère, qu'ils ont réussi à fermer de l'intérieur, 7 personnes se calfeutrent et appellent la police à l'aide de leur portable. Lassana Batili, le magasinier malien, propose aux otages d'emprunter le monte-charge et de s'échapper par la porte de secours. Mais personne ne le suit. Tous craignent que le monte-charge ne fasse trop de bruit et n'alerte le preneur d'otages. Lassana décide donc de tenter seul sa chance. Il se glisse dans le monte-charge, puis se déplace à pas de loup jusqu'à la porte de secours qui donne sur la rue. Une fois dehors, Lassana se met à courir. Surpris de l'irruption de cet homme, les policiers le plaquent au sol. Lassana a beau expliquer qu'il n'est qu'un employé de l'hypercachère, il est intercepté, menotté par les policiers du raid. Après quelques minutes de flottement, il parvient à convaincre les policiers de sa bonne foi. 14h14, au premier étage de l'Élysée, dans le bureau du président de la République, autour d'une table ronde placée devant une des grandes fenêtres, François Hollande et Manuel Valls se font face. Christine Taubira et Bernard Cazeneuve sont assis de part et d'autre. Tous savent que Koulibaly, comme les Kouachi, ne se rendront pas. Ils comptent bien tuer un maximum de policiers avant de mourir eux-mêmes en martyrs. François Hollande demande aux 3 ministres de donner leur avis. Le choix technique ne fait pas l'objet de 1000 hypothèses. La question n'est pas « lance-t-on l'intervention ?» mais « quand la lance-t-on ?» résume Bernard Cazeneuve. L'échéance est alors fixée à 17h, au coucher du soleil. 15h10. Heurté que les bandeaux d'information en continu n'indiquent pas le nombre de gens qu'il a tués, Amédi Koulibaly appelle de lui-même BFM. « Je demande que l'armée française se retire de tout, de l'État islamique en premier lieu, menace-t-il, de tous les endroits où il est parti combattre l'islam. » Quel est le groupe auquel vous appartenez, lui demande-t-on. L'État islamique. Est-ce que vous visez ce magasin pour une raison particulière? Oui. Laquelle, lui demande-t-on. À cause des Juifs. 16h. Une femme élégante arrive porte de Vincennes à l'arrière d'un mototaxi. C'est maître Marie Alix Canu-Bernard, l'avocate d'Amédi Koulibaly. Elle se propose comme monnaie d'échange. Pas question, interrompt le policier du raid. 16h10. C'est Memouna Koulibaly, la sœur du terroriste, qui se présente au policier également. Nouveau refus des négociateurs.
16h30. Depuis le ministère de l'Intérieur, le directeur du cabinet du patron de la PJ appelle Hervé Bérou, le directeur de l'information de BFM TV. Vous avez une caméra qui tourne face à l'hypercachère, il faut la couper avant l'intervention. Évidemment, répond le journaliste. 16h35, au sous-sol de l'hypercachère, les otages voient les heures défiler sur le cadran de leur téléphone. Il y a 60 minutes, on leur a annoncé un assaut pour dans 15 minutes. Et depuis, rien ne s'est passé. 16h36, au premier étage de l'Élysée, autour de la table ronde du bureau doré, Manuel Valls, Christine Taubira, Bernard Cazeneuve ont les yeux rivés sur l'horloge. François Hollande confirme le compte à rebours. Assaut coordonné à 17h. Mais à 16h37, les choses s'accélèrent. Devant l'imprimerie de Dammartin, ça bouge. Les frères Kouachi viennent d'ouvrir la porte du bâtiment durant quelques secondes. Vont-ils tenter une sortie ? Oui. Devant l'imprimerie de Dammartin, ça tire maintenant. Les Kouachi sont sortis, ils sont tous les deux sur le parking. Je vous rappelle, lance le général Favier qui s'élance du PC vers l'imprimerie. Donnez l'assaut, allez-y, ordonne le général Favier à ses hommes. 16h38, devant l'imprimerie de Dammartin, les tueurs de Charlie Hebdo chargent, rafalent à tout va, bousculent les plans établis. Les snipers du GIGN ripostent à l'intérieur. Lilane, l'otage caché dans les toilettes de l'imprimerie depuis 7 heures, se recroqueville sous l'évier. Shérif et Saïd font feu face à eux. À droite, à gauche, ils se couvrent mutuellement. Les militaires du GIGN répliquent. Les gendarmes se lancent à travers les fenêtres de l'imprimerie pour couper une éventuelle retraite. Les Kouachi continuent à avancer quelques secondes encore. Face à des cibles en perpétuel mouvement, les tireurs d'élite de la gendarmerie nationale ont du mal à ajuster la mire. Sur le parking visiteur, face à l'entrée de l'imprimerie, les Kouachi se retrouvent au contact d'une colonne d'assaut du GIGN. Après 2 minutes de scène de guerre, à l'issue desquelles seront retrouvées plus de 130 douilles, les 2 terroristes s'écroulent. 16h43, au premier étage de l'Élysée, sitôt après avoir raccroché avec Denis Favier, le patron de la gendarmerie Bernard Cazeneuve donne l'ordre au préfet de police Bernard Boucaud d'intervenir porte de Vincennes. Ils ont été obligés d'agir à Dammartin. Le président demande de lancer immédiatement l'opération de l'hypercachère. Maintenant, s'il vous plaît. Mais l'opération va prendre encore quelques minutes. À 16h50, à l'intérieur de l'hypercachère, Koulibaly s'est retiré au fond du magasin. Il faut l'occuper. Sans doute pour faire ses ablutions, sa dernière prière, il est là. Sur le rond-point de la porte de Vincennes plane un silence impressionnant. Les Kouachi sont morts et bientôt la télévision va l'annoncer et Amédi Koulibaly va l'apprendre. Quelle va être sa réaction? Il n'y a plus de choix. Il faut le surprendre, ne plus lui laisser de temps d'exécuter ses menaces et ses otages. Pascal, le négociateur de la BRI, est à son 20e appel sans réponse. À 17h04, à l'intérieur de l'hypercachère, Koulibaly, surnommé Tango par la BRI, décroche enfin son téléphone. Les supérieurs de Pascal lui font signe de faire durer la conversation afin de détourner son attention de ce qui se trame. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là-bas. Là-bas, c'est Dammartin, le négociateur esquive. Je ne sais pas, parce que je suis là, moi, je suis à Paris avec vous. Le négociateur qui veut garder en ligne le plus longtemps possible Amédi Koulibaly enchaîne. Vous savez, votre avocate est arrivée, vous allez pouvoir lui parler. Les otages devinent des ombres qui longent la vitrine. Du côté de la porte de secours où se pressent les hommes de la BRI, ceux du raid s'entassent devant la porte d'entrée. À l'arrière de la supérette, des cliquetis métalliques maintenant brisent la monotonie du silence. Les artificiers ont placé leur charge et les font exploser. Amédi Koulibaly ne sait plus où donner de la tête. Il court, fait des allers-retours désordonnés. Qu'est-ce que c'est? Hurle-t-il au téléphone. Tu me fais exploser? Non, c'est pas nous. Mais si vous m'attaquez, vous êtes en train de m'attaquer. T'es un combattant, nous aussi. Va te battre. Tu me fais sauter, je suis un combattant, hurle-t-il au bout du fil à Pascal. Si tu es un combattant, viens nous combattre dehors, lui rétorque le négociateur. Une charge explosive résonne à présent. Dès qu'ils ont entendu l'explosion, les otages se sont jetés à terre. Ils se protègent de leur mieux. Depuis le fond du magasin, Koulibaly aperçoit les policiers de la BRI, lâche son téléphone et tire. Aussitôt, pour faire diversion, les snipers embusqués lancent à travers les vitres du supermarché des grenades assourdissantes. Les tympans de Koulibaly explosent littéralement. Les 2 autres colonnes du raid progressent de part et d'autre de l'entrée du magasin. Puis le rideau métallique est relevé. Les 2 policiers du raid, dont Antoine, qui a été désigné pour entrer en premier, avancent. Seul Antoine parvient à forcer le passage sous les rafales de Koulibaly qui vide son chargeur. Massés à l'entrée du magasin, les hommes du raid couvrent leurs collègues à l'avant-poste. À l'abri derrière son bouclier, un commando du raid se précipite dans l'hypercachère pour empêcher le terroriste de se mêler aux otages. Au fond de la supérette, Amédi Koulibaly se tourne désormais vers la
colonne du raid qui s'avance au fur et à mesure que le rideau du fer remonte. Il rafale 39 impacts sur la porte coulissante en verre. Antoine sent le souffle des balles. Il riposte, se cache, riposte encore, son arme s'enraye. Il est touché, le policier recule à cloche-pied, un collègue le remplace en tête de colonne, l'assaut se poursuit. Dans une charge suicidaire, Amédi Koulibaly se précipite sur eux, tête baissée, arme à la main. Il se jette littéralement sur les balles en hurlant « Je vais tous vous tuer !» Feu nourri, 5 balles dans la tête, 2 dans le torse, 5 dans le bras droit, autant dans le bras gauche, 3 dans les jambes, dira l'autopsie. Koulibaly s'écroule au seuil de la porte vitrée, là précisément où il a abattu d'une balle dans le dos François Saada, le client pressé d'acheter du pain. La vague de terreur qui s'est abattue sur la France est terminée. Le bilan est lourd. 12 morts à Charlie, une policière tuée à Montrouge, 5 morts dans l'hypercachère, 18 morts au total, 9 blessés dans l'intervention à l'hypercachère, 6 otages, 2 blessés au raid, 1 à la BRI. 2 heures plus tard, en direct de l'Élysée, François Hollande, s'adresse aux Français. Nous devons être capables de répondre aux attaques par la force lorsque nous sommes obligés de l'utiliser. Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n'a pas peur parce que nous portons un idéal qui est plus grand que nous et que nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. De cette épreuve, je vous l'assure, nous sortirons encore plus forts. Vive la République, vive la France. Charlie, 10 ans après, retour sur les 55 heures qui ont terrifié la France. De cette épreuve, sommes-nous encore sortis plus forts, comme le suggérait le président Hollande? Sommes-nous encore Charlie? À tout de suite sur Sud Radio pour en parler. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi pour des... Pardon, excusez-moi. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité judiciaire sur Sud Radio avec les excellents Jean-Marie Bordry, Victor Bonjour Lefebvre, Stéphane Simon, Jade Serrano et Adrien Pelletier, experts en communication. Bonjour à tous. Avec nous également Frédéric Martin, que je suis ravi d'accueillir, ancien négociateur au RAID, auteur de Janvier aux éditions du Rocher, une bande dessinée absolument formidable qui raconte les heures tragiques que la France a connues. Janvier, le jour où nous avons été applaudis. Quel souvenir gardez-vous de ces journées de janvier 2015, cher Frédéric? Un souvenir mitigé, assez complet, qui s'organise petit à petit au fur et à mesure de cette semaine chargée en témoignages et en émotions. Alors avant tout, j'aimerais vraiment préciser parce que au cours des interviews, j'essaie de montrer qu'il y a eu un travail d'équipe entre le RAID et la BRI. Et j'essaie d'expliquer comment ça s'est passé. Alors déjà, pour repositionner, Adam Martin, le RAID y était. C'est-à-dire le RAID y était en premier. En premier, en attendant. C'est-à-dire qu'il y avait eu un secteur qui avait été défini sur des recherches. On se souvient que les frères Kouachi représentaient les ennemis publics numéro 1 de l'époque. Et toutes les polices étaient à leur recherche. Et moi, je suis rappelé sur mes congés pour renforcer le service. Ouais. On part le 8 Verdun-Martin et le 9, on apprend ce qui s'est passé au niveau de l'imprimerie. Ça, c'est la première phase. La seconde, c'est qu'on nous demande de contenir l'endroit en attendant le GIGN. Le GIGN va arriver, puis il va prendre ensuite l'opération comme vous l'avez raconté. Alors, des années après, est-ce qu'on peut dire que la machine policière a bien fonctionné, la machine, on va dire, des services de sécurité, parce que c'est pas que policiers, il y a des gendarmes. On a l'impression qu'entre la BRI, le RAID, le GIGN, c'était quand même un peu en surchauffe et évidemment très tendu. Ouais, alors c'est vrai. Et c'est, moi, je suis en retraite, là, donc je peux librement parler. C'est honteux pour les soldats du bas, c'est-à-dire pour les hommes du rang qui vont faire le travail. Ce sont des choses qui, sans doute, nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre, mais nous demandons qu'à travailler. Et on ne fait pas trop de différence entre la BRI, le GIGN et le RAID. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait vraiment un secteur d'activité qui soit clairement établi comme ça l'était à l'époque de l'hypercachère, et comme c'est régulièrement contesté, rediscuté
pour tout un tas de raisons politiques qui m'échappent. Alors, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel dans les événements de janvier 2015. C'est 2 théâtres de prise d'otages comme ça, où il va falloir agir en simultané parce que, évidemment, en plus, vous avez les chaînes d'information qui sont là et qui compliquent la tâche des policiers et des intervenants. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une motivation pour faire ce genre de métier, une notion d'excellence, alors même si tout n'est pas toujours parfait, ce qui fait que malgré les complexités qui sont inhérentes à l'opération autour, une tension interservice qui va nous échapper un peu en tant que soldats, mais en tout cas les gens du bas, les soldats ont cette passion et ce sens du professionnalisme et vont pouvoir, de manière réactive, c'est ce qui s'est passé avec la négo, parce que, moi je le reprécise encore une fois, moi je n'étais pas négociateur direct, mais j'étais superviseur coordinateur. Il se trouve que lorsqu'on arrive sur place, il faut organiser les choses. Et moi je sors de Scotland Yard, j'ai passé plus d'une semaine, enfin pas loin de 2 semaines à m'entraîner sur ce sujet-là. Je suis plutôt opérationnel. Et on est très vite renforcé par les équipes du RAID, notamment en base arrière, pour pouvoir compléter le dispositif des primo-intervenants qui était la BRIPP. Et effectivement, on va pouvoir travailler de concert ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, Jade Serrano, quelles leçons sécuritaires ont été tirées de 2015 ? Parce qu'évidemment, on a envie de savoir quel a été le débriefing policier de cette affaire. Mais il y a 3 grands axes qui ont été d'abord la première loi qui découle directement du drame. Elle est promulguée en juillet 2015, Ouais. 6 mois après le drame de janvier. Elle concerne les services de renseignement. Elle est directement créée par François Hollande, qui propose de créer une commission chargée d'approuver sous le contrôle du Premier ministre la mise sous surveillance des suspects. Donc c'est la loi, elle offre aussi d'autres avantages comme des moyens au service, de nouveaux moyens au service de la DGSI et de la DGSE, d'utiliser notamment ce qu'on a appelé les IMSI catchers. Ce sont des dispositifs qui ont été assez controversés, mais finalement qui permettent d'intercepter les numéros de téléphone et le contenu des conversations téléphoniques. Donc c'est pour ça que ça a été controversé. Tout comme ce qui arrive après, le 13 novembre 2015, souvenez-vous, les attentats du Bataclan, les terrasses. François Hollande décide là de déclencher l'état d'urgence. D'accord. Et cet état d'urgence va créer des polémiques, vous vous souvenez, parce qu'il avait été considéré comme liberticide par une partie de la classe politique. Et cet état d'urgence va être pour la première fois établi pendant plus de 6 mois. D'accord. Puisqu'il va courir jusqu'en juillet 2017. J'aimerais demander à notre invité, Frédéric Martin, si lui aussi a eu l'impression qu'on a tiré des leçons de ces événements de janvier 2015. Ok, je vais être très clair sur le sujet. Oui. Après, vous avez l'air d'être très franc, en tout cas. Non, c'est toute l'honnêteté que je vous dois. Lorsque nous avons essayé de travailler et de prendre contact avec le groupe négociation avec le terroriste de l'hypercachère, vous vous souvenez qu'on n'a pas pu parce que il y avait des journalistes qui d'une chaîne concurrente, mais pas mal de journalistes avaient essayé quand même de le faire, c'est-à-dire de prendre d'assaut les lignes fixes et les lignes téléphoniques. C'est par ce moyen nous souhaitions prendre contact. Il faut savoir que à ce moment-là, le terroriste, lui, souhaite prendre contact avec nous également. Oui. Et ça, au travers de la semaine que j'ai pu vivre avec les différentes interviews, je m'aperçois que rien n'a évolué dans ce sens. C'est-à-dire que j'ai peur, je comprends la liberté de la presse, et puis je suis tout à fait pour, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je crois que quand il y a des vies en jeu de femmes, d'enfants et mes propres collègues... Vous voudriez bloquer des numéros de téléphone ? Non, moi je crois que... Les réserver à la police en tout cas. Et ce qu'il faudrait, c'est légiférer pour pouvoir... c'est-à-dire que les journalistes avec les pouvoirs politiques arrivent à trouver un système, par exemple une loi, pour dire à ce moment-là, stop à l'information, et ça gèle. Sans ça, il y a des sanctions. Parce que un fonctionnaire de police qui commet une erreur, il va en prison et il prend le double parce qu'il doit connaître les lois. Là, alors je ne demande pas des têtes au piquet, mais je trouve que c'est un peu simple de dire on a remercié les gens qui ont essayé de faire leur travail avec une pression qui était très forte. Ce que j'essaie de dire,
c'est que pour moi, il n'y a pas grand-chose de changé là, de ce côté-là. D'accord. Mais en quoi l'intervention des journalistes a mis à mal perturbé. l'intervention des forces de l'ordre? Ça me paraît évident, je vais vous l'expliquer. Vous êtes donc vous voyez la position de l'hypercachère avec les vitres, donc l'hostile pouvait avoir une vue sur un quasi 180 degrés. Vous ne pouvez pas approcher et la prise de contact doit se faire par téléphone. Ce qui paraît évident, on va pas se mettre juste devant les baies vitrées alors que l'individu a des bâtons dynamite et une kalachnikov. Sauf que vous ne pouviez pas appeler. Ouais, vous pouviez pas appeler. Et voilà. Exactement. Et alors justement, la question qui découle de cela, c'est de vous demander, mais pourquoi est-ce que le périmètre n'a pas été complètement sécurisé, interdit aux journalistes? Le souci, et c'est pas un manque de respect que je vous présente, mais c'est très facile de faire la guerre le cul dans un fauteuil. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas comme un film hollywoodien. Une crise, c'est un bazar que vous allez organiser. Sans ça, c'est pas une crise. Et lorsque vous arrivez, c'est un capharnaüm et qu'il faut, la première chose, c'est d'un point de vue logistique et d'un point de vue sécuritaire, regagner du terrain pour stabiliser la situation. Et on va n'avoir de cesse que de la stabiliser pour pouvoir travailler en profondeur. Merci beaucoup de votre franchise. On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur ces 55 heures qui ont marqué janvier 2015. Et on va se demander avec Adrien Pelletier si nous sommes toujours Charlie 10 ans après. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité judiciaire sur Sud Radio avec Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, Jade Serrano et notre expert en communication Adrien Pelletier. Nous sommes avec Frédéric Martin, ancien négociateur au RAID, auteur de Janvier, le jour où nous avons été applaudis aux éditions du Rocher, et nous reparlons de ces journées tragiques de janvier 2015. Évidemment ensemble. Alors Frédéric Martin, je voulais vous demander, les frères Kouachi étaient donc en cheville, étaient en concertation avec Amélie Coulibaly. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment ils se sont connus et qui était le véritable cerveau de l'opération, si j'ose dire? Alors effectivement, ils se sont connus en prison. L'un des frères avait pris l'ascendant sur l'autre et il faisait partie il venait des filières des Buttes-Chaumont avec au départ un jeune prédicateur qui les a un petit peu montés, et puis ensuite, sentant que ça lui échappait, il s'est retiré un peu du groupe. Mais ce groupe a fait du tort, oui, pas mal. Ce groupe des Buttes-Chaumont, il se trouve que par un hasard incroyable, Jade Serrano, vous avez été à l'école avec l'un de ces hommes. Oui, effectivement, avec en fait les commanditaires de l'attentat de Charlie Hebdo, les frères El Hakim. J'étais au collège avec eux. Vous m'avez même montré une photo. Oui, c'est dire. Bon, ne dites pas trop ça à la radio, ça va que, à mon avis, dans le quartier, on n'écoute pas trop Sud Radio. Enfin, désolé, mais c'est plus Skyrock. Ça m'étonnerait. Voilà. Mais oui, effectivement. Mais ils étaient déjà, à l'époque, surtout Boubacar, ils étaient très violents. Mais il était très violent. Ils avaient menacé de mort notre professeur de français. Ils avaient été, ils ont été condamnés d'ailleurs pour ça, pour menace de mort. Ils ont été très tôt déscolarisés. Et ils essayaient comme ça un peu d'embrigader un peu tout le monde dans leur délire sectaire, parce que faut bien se resituer, mais on est fin 90, l'islam radical en France, on ne le connaît pas, on ne sait pas du tout de quoi est-ce qu'il en retourne. Et puis très vite après, Boubacar part en Tunisie et il abat un ministre. D'accord. Alors, Adrien Pelletier, il est temps de se demander si 10 ans après, nous sommes toujours Charlie. Ce terrible attentat contre la liberté de la presse a bouleversé le monde en 2015. Mais que doit-on retenir aujourd'hui de cette mobilisation générale qui a été suscitée à l'époque ? Oui, il y a évidemment cette émotion sans précédent qui a immédiatement envahi tout l'espace médiatique, des dizaines de milliers de titres de presse en France et dans le monde entier, des hashtags « Je suis Charlie » qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, plus de 5 millions dans les quelques jours qui ont suivi, mettant le sujet en top tendance dans quasiment tous les pays du monde. Il y a évidemment cet esprit Charlie qui nous est souvent rappelé pour signifier la liberté d'expression absolue, et de caricature évidemment pour lesquelles ils ont payé de leur vie. Mais il y a 3 images au moins
qui marqueront à vie les esprits. Il y a celle terrible filmée par un voisin, un habitant voisin qui montre les terroristes tuant le policier Ahmed Merabé. Il y a ces images plus symboliques de la marche du 11 janvier, où plus d'une quarantaine de chefs d'État étaient présents avec 1,5 million de personnes dans les rues de Paris, notamment Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, qui ont le temps d'une journée enterré cette hache de guerre. Ça semble loin, ça semble effectivement très loin. Il y a celle de la une de Charlie Hebdo, une semaine après l'attentat. La rédaction ayant décidé, par signe de résilience, de maintenir la publication, un numéro dont on se rappelle tous, avec le numéro des survivants. Exactement. Le numéro des survivants. Exactement. Tout est pardonné avec la caricature Je suis Charlie. Tirage mondial exceptionnel, 7 millions d'exemplaires, c'est du jamais vu dans la presse. Entre 7 millions et 8 millions d'exemplaires effectivement vendus, c'est du jamais vu. Et alors, transition offerte, où en est Charlie aujourd'hui au niveau des ventes, par exemple? Avant l'attentat, il faut savoir que les ventes étaient à peine à 40 000 exemplaires par semaine. Or, l'équilibre financier pour un journal comme ça, c'est 35 000. L'attentat a effectivement fait augmenter les ventes considérablement, puisqu'elles étaient à 100 000 en 2017. Aujourd'hui, elles sont redescendues à plutôt aux environs de 50 000, dont 30 000 abonnés. Mais la version en ligne est lue par 300 000 personnes par mois, donc il y a quand même encore une audience pour Charlie. Alors cette semaine, ça a été l'occasion de se souvenir, évidemment, de nombreux citoyens, personnalités publiques ont pris la parole. Qu'est-ce qui se dit cette fois? Qu'est-ce qui a changé 10 ans après? Oui, alors cette fois-ci, au-delà des traditionnels hommages, chaque année, de la classe politique, qui ont, il faut le dire, légèrement été éclipsés par la mort de Jean-Marie Le Pen, et survenu le même jour, ironie de l'histoire, au-delà des posts sur la liberté d'expression, la liberté de caricature, un sondage a fait parler ce 7 janvier, une enquête d'opinion réalisée par l'IFOP pour Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès, qui met en avant une augmentation considérable du soutien à Charlie Hebdo par les Français. 76% d'entre eux reconnaissant le droit à la caricature, ainsi qu'à la liberté de la presse pour 62% d'entre eux, mais pointe également une part importante des sympathisants de la France insoumise qui s'en désolidarisent. Moins d'un tiers d'entre eux soutiennent la liberté de caricature et moins de la moitié le droit au blasphème. Des résultats évidemment qui ont fait parler, qui ont été commentés, notamment par l'avocat de Charlie, Richard Malka, certains accusant la France insoumise de collaboration, d'autres dénonçant un sondage partial, mais en comparaison, en 2012, un sondage... au moment de la première parution des caricatures, un sondage établissait que 40% seulement des Français soutenaient ces caricatures. Donc l'opinion a beaucoup évolué. L'opinion a évolué, c'est votre avis aussi, Victor Lefebvre? Est-ce qu'on est Charlie toujours 10 ans après? Visiblement, la situation ne s'est pas améliorée. On peut même dire qu'elle s'est empirée d'une certaine manière. On l'a vu avec évidemment l'attentat contre Samuel Paty. La question est extrêmement sensible, même dans certains collèges. Rappelez-vous, on en avait parlé ici aussi, parfois des tableaux de la Renaissance qui posaient problème pour des familles, pour des parents d'élèves. Donc la question est évidemment toujours d'actualité. Ouais. Cette semaine, vous vouliez nous rappeler... et ça s'est passé sur Sud Radio, c'était dans Sud Radio Média chez Valérie Expert et Gilles Ganzmann. Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, on lui a demandé si elle était toujours Charlie, c'était le jour de l'anniversaire, c'est pour ça qu'on lui a demandé. Elle a préféré ne pas se prononcer, on lui a demandé, mais même pour la liberté de blasphème, et elle a insisté en disant qu'elle ne préférait pas donner son avis là-dessus, ce qui voulait tout dire. Avec une moue en plus. Qui montrait qu'elle n'était pas Charlie. J'aimerais demander à notre invité, Frédéric Martin, négociateur du RAID, auteur de Janvier, le jour où nous avons été applaudis. Est-ce que dans la police, on est Charlie 10 ans après, ou est-ce que, à force d'avoir pris des coups, beaucoup... y compris de Charlie pendant quelques décennies, y compris pendant Charlie. Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Où vous en êtes dans vos têtes? Je peux pas parler pour tous mes collègues. En tout cas, mais parlez pour vous déjà. C'est très clair. Je suis surtout l'article 1 de la Constitution de 58. Je suis un enfant de la République et je respecte tout ce qui est indépendance, démocratie, le social et la laïcité. Voilà, c'est ça. Alors si c'est ça être Charlie, je suis Charlie. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je respecte. Et je voudrais terminer par dire que au travers de la semaine que j'ai pu voir sur pas mal d'interviews, on me posait, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, un grand paradoxe sur une chaîne où on me disait mais est-ce que vous êtes toujours Charlie? Est-ce que vous avez un peu cet esprit-là? Effectivement, il y a Monsieur Le Pen, et moi, j'ai aucune opinion politique, mais j'ai trouvé hyper choquant le fait qu'on rhabille la mort d'un homme. Alors, on peut ne pas être d'accord et par contre respecter sa famille quand il y a la mort d'un homme. Parce que là, on ne peut pas, de poids, de mesure, se dire « Est-ce que vous êtes Charlie ?» et juste après avoir un flot de haine sur quelqu'un. Enfin, je veux dire, l'exemple était vraiment mal tombé.
Voilà, j'ai trouvé ça plutôt assez cocasse, quoi. Alors, un mot quand même encore pour engager nos auditeurs à se procurer Janvier, le jour où nous avons été applaudis. C'est un livre qui fourmille d'anecdotes. On apprend beaucoup de choses. C'est une bande dessinée dans laquelle il y a quand même des informations qui étaient assez inédites et je voulais vous le faire remarquer. C'est un ouvrage de belle facture. Jean-Marie, c'est pour vous. Oui, publié aux éditions du Rocher, d'ailleurs, on peut le rappeler. Ouais. De Charlie Hebdo à l'hypercachère, effectivement. Macchio, Grésy et Casa Languida. Toute petite précision aussi, puisqu'on reparle et on se ressouvient. Vous vous souvenez de ce magasinier dont on a parlé, Victor Lefebvre. En fait, la vérité historique était un tout petit peu en dessous par rapport à la réalité de son rôle. Oui, l'histoire est effectivement un peu C'était plus une belle complexe. histoire. Ça reste une très belle histoire. C'est ce manutentionnaire malien qui a été naturalisé français d'ailleurs, qui est intervenu dans la chambre froide, rappelez-vous, au sous-sol de l'hypercachère. Effectivement, certaines victimes, certains otages de l'hypercachère contestent cette version des faits et disent qu'en fait, effectivement, Lassana Bathily nous a aidés. Il a proposé de sortir du magasin de l'hypercachère avec le monte charge, ce qu'il a fait lui-même. D'ailleurs, il a été pris pour un des terroristes par le RAID qu'il a arrêté. Il a été menotté pendant 1h30. Il a quand même aidé, il faut le dire, le RAID en donnant notamment la topographie du magasin et surtout, il avait le double du rideau de fer qui a permis, on voit sur les images d'ailleurs l'ouverture de l'hypercachère au moment de l'assaut du raid. Donc son rôle évidemment est quand même important. Mais oui, voilà. Puis on comprend qu'à l'époque on avait besoin de symboles aussi, on avait besoin de s'accrocher à un peu de lumière. Merci Absolument. beaucoup Frédéric Martin d'avoir été avec nous. Janvier, le jour où nous avons été applaudis aux éditions du Rocher. Merci. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne, mes Merci 4 complices. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle heure libre, pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Vous serez libre quand même. Je serai libre quand même, nous serons libres, tout à fait. Et tout de suite, Alain Marty vous emmène sur les routes des vins de France. Il paraît que nos vignobles ont du talent, c'est ce qu'on va vous expliquer juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.